Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le programme Erasmus+ ne fait pas partie de l'accord de commerce et de coopération négocié avec le Royaume-Uni. Volonté de dernière minute des Britanniques, nous ne pouvons que le regretter. Erasmus+ est l'un des symboles de la réussite européenne. C'est l'esprit de notre volonté de vivre ensemble. Depuis toujours, pour le Royaume-Uni, l'adhésion et la participation à l'Union européenne coûtent trop cher. Selon les Britanniques, Erasmus ne fait pas exception, particulièrement lorsqu'ils accueillaient 2 fois plus d'étudiants qu'ils n'en envoyaient dans le reste de l'Union européenne. On peut se demander légitimement le coût réel de l'accueil de participants à Erasmus dans nos pays et l'impact sur les économies nationales. Vous l'avez évoqué, monsieur le ministre, mais je le répète, c'est ce qu'a fait d'ailleurs l'Autriche dans un rapport de recherche publié en juin 2018. Le résultat est sans appel, Erasmus est bénéfique pour les pays d'accueil. Plus intéressant encore, l'analyse conclut même que la balance économique est positive quand il y a plus de participants entrants que de participants sortants. Nous devrions encore voir des participants britanniques et européens bénéficier d'Erasmus+ jusqu'en 2023, le temps que la programmation 2014-2020 soit achevée. Mais la suite est incertaine et ce n'est pas sans morceler le Royaume-Uni lui-même. Le Royaume-Uni a décidé de développer son propre programme, de Turing Scheme, qui se veut concurrent, mais qui ne prévoirait pas l'accueil d'étudiants étrangers. Cela concernerait 35 000 étudiants dès septembre 2021, pour un montant de 100 millions de livres. Les moyens alloués paraissent insuffisants en comparaison d'Erasmus+. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les cas de l'Écosse et du Pays de Galles qui ont manifesté un intérêt pour continuer à participer au programme Erasmus+. L'Irlande du Nord semble déjà avoir trouvé une solution. Comment cela peut-il fonctionner, en particulier dans la situation de tension autour du protocole nord-irlandais? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Madame la présidente, Madame la sénatrice Mélot, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur le programme Erasmus. Vous l'avez rappelé mieux que je ne l'ai fait, l'importance de ce programme et son impact économique positif, même quand il se traduit par plus d'entrées que de sorties étudiantes, si je puis le dire ainsi. Donc nous ne nous résignons pas à ce que la situation reste ainsi avec le Royaume-Uni, mais notre priorité, c'est que le programme Erasmus+, sans le Royaume-Uni, se développe et double, comme je le disais, ses financements. Il y a plusieurs programmes que le gouvernement britannique a mis en place. Vous avez cité le Young Mobility Scheme, qui est une réponse potentielle au point qui a été évoqué, je crois, par Olivier Cadic tout à l'heure sur les VIE. C'est dans ce cadre-là que nous pourrions réintégrer cette possibilité d'accès. Et puis un programme Touring qui permettrait aux étudiants britanniques de partir en mobilité internationale. Nous pourrons avoir cette discussion bilatérale, mais je crois que c'est aujourd'hui aux Britanniques de préciser leurs intentions sur leur volonté ou non d'avoir une coopération universitaire avec nous. Et dans le cadre de nos échanges bilatéraux, nous pourrons renforcer d'autres dispositifs spécifiques, comme celui que nous avons sur les Young Leaders, comme on l'appelle, ou à l'image de programmes bilatéraux que nous avons, par exemple, avec les États-Unis. Je pense aux bourses Fulbright. Donc nous regardons toutes ces options. Je crois qu'il y a un choix politique malheureux qui a été fait par le Royaume-Uni de se désengager d'un programme européen. Essayons maintenant de consolider le nôtre et voyons après comment rattraper, si les Britanniques en ont la volonté, cette coopération. Merci, monsieur le ministre. La parole